Dans le métro, le docteur Henry impressionne une femme avec ses incroyables pouvoirs d'observation. Alors qu'il est sur le point d'obtenir un rendez-vous, un second train surgit sur les rails et percute le sien, provoquant un terrible accident. Tous les passagers sont gravement blessés ou morts, et Henry est empalé sur une barre métallique. Il tente d'atteindre sa montre de poche tombée au sol mais meurt à cet instant. Son histoire a commencé il y a 200 ans, quand Henry travaillait comme médecin à bord d'un navire négrier et possédait déjà la montre. Un homme noir avait une légère fièvre, et Henry était certain qu'il avait seulement besoin de repos. Mais les propriétaires, craignant le choléra, voulurent le jeter par-dessus bord. Henry essaya de défendre l'esclave. Alors les propriétaires lui tirèrent dessus et jetèrent son corps à la mer. Quelque chose s'est produit cette nuit-là. Et l'a maintenu en vie. Désormais, Henry est immortel. Chaque fois qu'il meurt, son corps réapparaît nu dans l'eau. Ce qui se passe après le crash du train. Tout le monde dans le parc le regarde, et la police l'arrête pour exhibition. Après sa libération, il se rend chez lui, dans une boutique d'antiquités, et ajoute cet événement à son journal, où il note chacune de ses morts. Pendant ce temps, la détective Gio est appelée pour enquêter sur l'accident. Et trouve la montre de Henry. La police fouille chaque wagon sans trouver de survivants. Les corps sont envoyés au bureau du médecin légiste de New York, où Henry travaille comme pathologiste. Il est en train d'autopsier le conducteur du train quand Gio arrive pour avoir des nouvelles. Grâce à ses talents d'observation, il devine que Gio est veuve et qu'elle a un problème d'alcool. Une fois l'autopsie terminée, il conclut que le conducteur a été empoisonné. À ce moment, le téléphone sonne et Henry entend un homme mystérieux dire qu'il l'a vu survivre à l'accident. Mais l'appel se termine avant qu'il puisse lui demander son identité. Peu après, Gio vérifie les caméras de surveillance de la gare et voit Henry monter dans le train. Le lendemain, Henry va au travail et trouve une enveloppe anonyme contenant une photo de lui et de sa défunte épouse Abigail en 1955. Elle a toujours cru que Henry avait été choisi pour l'immortalité à des fins plus grandes. L'enveloppe contient aussi un journal parlant de la catastrophe et une note, ce qui fait conclure à Henry que l'homme mystérieux est responsable de l'accident pour prouver son immortalité. Ensuite, Henry prélève un échantillon de sang du conducteur mort et le ramène chez lui. Son fils adoptif Abbé, qui connaît son secret, lui injecte ce sang empoisonné. Henry meurt et réapparaît dans la rivière, mais il sait désormais que le poison est de l'aconite. Lorsqu'il tente de rentrer chez lui, il trouve Gio et les policiers qui l'attendent. Il l'emmène au commissariat pour l'interroger. Gio lui montre la montre. Henry change rapidement de sujet et leur parle de l'aconite. Il leur fait remarquer qu'il ne peut pas être le tueur, puisqu'il leur parle du poison. Et qu'ils n'ont pas assez de preuves pour le garder, alors il s'en va. Plus tard, au laboratoire, Henry examine le corps à nouveau et découvre une ecchymose laissée par l'injection du poison et une empreinte digitale. Il apporte cette empreinte au commissariat, et il découvre qu'elle appartient à un homme nommé Hans. Gio et Henry se rendent chez Hans et remarquent un rat mort au sol, en le voyant comme un indice. Henry fouille l'arrière-cour et trouve une serre remplie de plantes d'aconite. Puis il vérifie le garage, où il découvre un laboratoire et le poison. À ce moment-là, Hans arrive et Gio tente de l'arrêter. Mais il lui jette un verre de poison et s'enfuit en voiture. L'aconite affecte la main de Gio et tente de pénétrer dans son sang, alors Henry y met le feu pour le neutraliser. Bientôt, une équipe de police arrive avec plus d'informations, l'épouse de Hans est morte dans l'accident de métro causé par le même conducteur qui l'a empoisonné par vengeance. Cela trouble Henry, car cela signifie que Hans n'est pas l'homme mystérieux. Une rapide recherche dans le laboratoire révèle qu'il manque 2 gallons de poison et qu'il y a des traces d'éthanol. Voyant des croquis de Grand Central Station dans les notes de Hans, Henry conclut qu'il a rendu le poison soluble dans l'eau pour provoquer une hécatombe dans la station où sa femme est morte. L'équipe se précipite à Grand Central. Et Henry suppose que Hans sera sur le toit pour verser le poison dans la climatisation. Malheureusement, Hans les voit en premier et tire sur Gio. Henry fonce pour affronter Hans et se fait tirer dessus dans la lutte. Quand Hans se retourne, Henry le plaque, et ils tombent tous les deux du toit, mourant en atterrissant sur une voiture. Quelque temps plus tard, Gio se réveille à l'hôpital, avec Henry à son chevet. Elle se souvient l'avoir vu tomber, mais il la convainc que c'est impossible, et affirme que Hans s'est suicidé. À ce moment, il reçoit un appel de l'homme mystérieux, qui dit avoir la même malédiction que Henry et cherche un moyen d'y mettre fin pour eux deux. En sortant, Henry se rappelle comment il a rencontré Abigail pendant une guerre et comment il a sauvé Ab et bébé d'un camp de concentration. Un soir, Vicky, en larmes, est dans un taxi, en essayant de joindre quelqu'un sans succès.
Elle demande au chauffeur de s'arrêter au pont. Et descend de voiture pour se suicider. Son corps arrive à la morgue de Henry. Et la police pense à un suicide, mais Henry est convaincu que c'est un meurtre. À cause de l'angle de la fracture et des marques montrant qu'elle a tenté d'amortir la chute. Gio transmet ces informations à sa supérieure Johanna, qui ne croit pas au meurtrier. Ordonne à Gio de classer l'affaire comme suicide. Mais Henry refuse de signer un rapport. Qui contredit ses connaissances médicales. Les parents de Vicky viennent le voir et jurent que leur fille était une personne heureuse, donc incapable d'avoir fait cela. Les voir fait réfléchir Henry à Abigail et à l'enfance d'Abbé. Cette nuit-là, Henry se rend sur le pont et grimpe au bord pour enquêter. Il trouve des marques de chaussures. Et d'ongles indiquant que Vicky s'est débattue. Il découvre aussi un crochet et glisse. Mais se rattrape juste à temps. En remontant sur le pont, il est percuté par un camion. Et meurt à nouveau. Le conducteur tente de l'aider, mais le corps a déjà disparu. Le lendemain, il découvre sous les ongles de Vicky des traces de peinture du pont. Et des particules de peau de son agresseur. Henry découvre aussi un mot sur son bureau. De l'homme mystérieux disant qu'il sait qu'il est mort à nouveau. Il montre le mot à Abbé. Qui remarque que le papier est très ancien. Grâce à ces nouvelles preuves, Gio poursuit l'enquête. Et découvre que Vicky avait déjà enregistré un vol pour Paris. Elle et Henry vont à son université. Pour parler à son professeur James, qui leur donne un alibi sans qu'il ne le demande. À cause de ça et d'autres petits détails, Henry en déduit que Vicky avait une liaison avec lui. Et le considère comme suspect. Il vole un stylo pour faire un test ADN qui correspond à la peau. Retrouvé sous les ongles de Vicky. Lui et Gio vont voir l'épouse de James, qui confirme son alibi. Mais Henry l'accuse de mentir et montre des indices dans la maison prouvant qu'elle savait pour l'affaire. Elle finit par avouer que James a menti. Plus tard, au commissariat. Henry remarque que James a une maladie de peau et comprend que Vicky l'a griffé. Pendant un rapport sexuel, donc il n'est pas le meurtrier. La police trouve cela tiré par les cheveux. Mais arrête James quand même. Pendant ce temps, Abbé a enquêté sur la lettre et a découvert que l'emblème sur le papier vient d'un hôtel. Henry réalise que c'est un hôtel en Italie. Qui n'existe plus. Il y a séjourné lorsqu'il a essayé de quitter Abigail à cause de sa condition. Mais elle ne l'a pas laissé. Plus tard, Henry examine à nouveau le corps de Vicky et trouve de la chair dans sa bouche, preuve qu'elle a mordu son agresseur. Gio le dérange en lui annonçant que James est retrouvé mort dans son bureau. La police pense à un suicide, mais Henry inspecte la scène du crime et, grâce à quelques indices, confirme que James a aussi été assassiné. Tandis que la police poursuit l'épouse, Henry rend visite à un étudiant dont le nom figurait dans les papiers de James. La main du garçon est bandée, et Henry comprend que c'est là que Vicky l'a mordu. Il s'avère qu'il avait aidé James et Vicky à rédiger leur article. Mais qu'il refusait de le créditer, alors il les a tués par vengeance. Armé d'un couteau, l'étudiant prend Henry en otage, ce que la police voit grâce aux caméras. Gio et son collègue arrivent aussitôt, encerclent l'étudiant et lui tirent dans l'épaule. Pour qu'il libère Henry, bouclant enfin l'affaire. De retour chez lui, Henry reçoit un nouvel appel. De son harceleur. L'homme sait qu'Henry a 200 ans et prétend en avoir 2000. Il dit aussi s'appeler Adam. Quelque temps plus tard, Henry termine une étude complète sur ses morts et découvre que certaines morts prennent plus de temps pour renaître. Abbé se fâche car il déteste voir Henry désespéré de mettre fin à sa malédiction. Alors que lui-même souffre du vieillissement, ce qui finit en dispute. Un soir, Bill se fait voler sa mallette et décide de poursuivre le voleur. Il parvient à le plaquer et commence à le frapper, puis meurt d'une crise cardiaque apparente. Son corps arrive à la morgue, et Henry est surpris de constater que cet homme de 67 ans a un physique incroyable pour son âge. Pourtant, son cerveau présente de nombreuses maladies. Comme s'il s'agissait d'un cerveau vieux dans un corps jeune. Il y a un étrange liquide dans son estomac. Et aucun autre aliment ou boisson, donc Henry en déduit que c'est ce qui l'a tué. Gio et Henry parlent au fils de Bill, qui explique que son père a radicalement changé après la mort de sa femme. Il a oublié sa famille, s'est concentré sur la forme physique et les fêtes. Bill a été retrouvé à Chinatown. Alors qu'il détestait cet endroit, et dans sa mallette, ils ont trouvé une carte de visite pour une clinique de guérison. Ainsi qu'une grosse somme d'argent. Le duo se rend ensuite à Chinatown et suit une série d'indices pour retrouver l'endroit où Bill est mort. Là, ils voient une femme élégante, hors de propos dans le quartier. Ils la suivent jusqu'à une porte louche portant le même symbole que sur la carte de visite. À l'intérieur, ils découvrent une clinique luxueuse appelée Aterna, dirigée par le docteur Gardner. Qui explique qu'Aterna est un complément qui aide les gens à se sentir jeunes.
Mais il refuse de leur donner un échantillon sans mandat. Henry remarque que Gardner a eu recours à la chirurgie esthétique pour allonger son nez et féminiser sa mâchoire, des choix inhabituels, suggérant qu'il cache son véritable visage. Il fait semblant de bousculer une patiente pour lui voler secrètement son internat. J.O. demande une carte de visite à Gardner pour obtenir ses empreintes. Tout cela rappelle à Henry les années 1900, quand les gens vendaient de faux remèdes contre la tuberculose. Après de nombreux tests, Henry découvre qu'Aterna utilise des composés bon marché. J.O. découvre aussi que Gardner utilise un faux nom, n'a aucune formation médicale et dirigeait une ancienne clinique où beaucoup sont morts. Ils vont chez Gardner, où il donne une fête autour de la piscine. Il affirme qu'il ne fabrique pas Aterna. Il se contente de la vendre, ce que Henry croit. Pendant que Gardner se change pour partir avec eux, Henry discute avec une patiente et remarque qu'elle a des troubles de mémoire. Soudain, ils entendent un cri et trouvent Gardner poignardé. La blessure est précise, faite au scalpel, preuve que le tueur a une formation médicale. Plus tard, à la morgue, Henry confirme que le cerveau de Gardner était lui aussi affecté par Aterna. Le composé contient des prions issus de tissus infectés, ce qui signifie que les patients boivent des cerveaux humains. J.O. et Henry confrontent son collègue Lucas, qui confirme que 12 corps ont disparu de la morgue. Lucas raconte sa routine de la semaine passée, et il réalise vite que seul le chauffeur d'ambulance avait accès au corps. La police se précipite et le trouve avec un corps dans l'ambulance. Lors de l'interrogatoire, le chauffeur jure qu'il fabrique Aterna. Mais Henry ne le croit pas car il n'a ni les connaissances ni la formation. Quand la police trouve la liste des patients de la clinique, Henry est choqué de voir le nom d'Abbé. Il rentre chez lui en urgence pour le réconforter, et Abbé lui explique qu'il ne veut pas rajeunir. Il s'inquiète juste de la manière dont Henry s'en sortira sans lui. Il n'a pas pris l'Aterna car cela lui paraissait trop suspect, mais il a rencontré le chimiste qui l'avait fabriqué. Il a décrit ce chimiste à la police et une recherche de son visage dans le système a révélé qu'elle était la sœur d'un employé de la morgue et la petite amie de Gardner. Plus tard, Abbé a vu la chimiste dans le métro et a appelé Henry pour lui dire qu'il allait la suivre. Les policiers ont accouru à la station et Henry l'a trouvée en premier. Elle lui a expliqué qu'elle ne savait pas que l'Aterna faisait du mal aux gens. Gardner l'avait obtenue après l'avoir menacée de la renvoyer dans son pays d'origine. Ce n'était pas elle qui avait décidé d'utiliser des ingrédients bon marché, c'était aussi Gardner. Elle se sentait très coupable et voulait se supprimer, mais Henry l'a arrêtée et a clos l'affaire. Lors d'une réception élégante dans un musée, Gloria a insulté la plupart des invités. Alors qu'elle marchait dans un couloir, elle a remarqué que quelqu'un la suivait. Quelques instants plus tard, la police examinait son cadavre. J.O. a été surprise de voir Lucas là au lieu d'Henry. Il s'est avéré qu'Henry avait été ami avec Gloria et cela lui faisait mal de voir son corps arriver à la morgue. Puisque Gloria appartenait à l'une des familles les plus importantes de la ville, les journalistes étaient curieux de connaître les circonstances de sa mort et Lucas a accidentellement mentionné qu'il s'agissait d'un meurtre. Bientôt, la nouvelle est apparue dans tous les journaux et la famille de Gloria était furieuse de cette fuite. Henry a pris la responsabilité pour protéger Lucas et a été retiré de l'affaire. J.O. a quand même invité Henry à enquêter avec elle et ils sont allés au musée, ce qui le mettait très mal à l'aise car il y allait souvent avec Abigail. En suivant une série d'indices, Henry a retracé les derniers pas de Gloria. Il a conclu qu'elle avait été poussée dans les escaliers et avait ensuite essayé de ramper. En vérifiant les caméras de sécurité, il a confirmé qu'elle n'était pas seule. L'homme sur la vidéo était Lance, qui a été amené au poste pour être interrogé. Il a affirmé qu'il avait demandé la bénédiction de Gloria car il voulait épouser sa petite-fille, dont le père Conrad n'approuvait pas la relation. Lance avait la bague de Gloria, mais ne l'avait pas volée, elle la lui avait donnée pour les fiançailles. Elle lui avait dit de suivre son cœur, ce qui paraissait suspect car ce n'était pas dans ses habitudes. Gloria avait agi étrangement et Henry a demandé à J.O. de questionner Lance sur ses symptômes, ce qui l'a conduit à penser qu'elle avait eu un AVC. Mais étant retiré de l'affaire, il ne pouvait pas examiner le corps pour confirmer. Il s'est souvenu d'avoir rencontré Gloria lors d'une soirée au musée et qu'elle lui avait dit d'épouser Abigail avant qu'il ne soit trop tard. J.O. a tenté de parler à la fiancée de Lance et a appris à quel point la famille était dysfonctionnelle. Gloria était décrite comme sans cœur et des rumeurs circulaient selon lesquelles elle comptait retirer Conrad du testament. Conrad était en train de vendre aux enchères les meubles de Gloria et Abbé a pu y assister grâce à sa boutique d'antiquités. Il s'est faufilé dans la salle de bain de Gloria et a pris une photo de tous ses médicaments, mais aucun ne pouvait avoir causé un AVC. Plus tard, au poste, Henry a vu Conrad crier sur Rhys et a remarqué que sa main tremblait, ce qui indiquait qu'il souffrait d'épilepsie. Henry lui a demandé quel médicament il prenait et a confirmé que c'était le genre de substance qui aurait pu tuer Gloria. Les policiers l'ont interrogé et Conrad a confirmé que Gloria l'avait déjà exclu du testament. Il avait un mobile, mais la police n'avait pas de preuves pour le garder en garde à vue.
Quand Henri est retourné à son labo, Lucas lui a dit qu'il se sentait trop coupable et qu'il s'était faufilé dans la maison funéraire pour prélever un échantillon du foie de Gloria. Henri l'a immédiatement examiné et a confirmé que Gloria avait été empoisonnée par ce médicament, mais que cela s'était produit avant la soirée. La seule personne avec qui elle était restée à ce moment-là était son infirmière. À ce moment-là, un policier est arrivé avec un journal annonçant que l'infirmière avait hérité de la fortune de Gloria. Pendant que la police l'interrogeait, Gio et Henri ont fouillé la chambre de Gloria. Parmi les cendres dans la cheminée, ils ont trouvé une lettre brûlée et une flûte de champagne manquante, bien que Gloria ne buvait pas. Henri a appelé le poste pour poser plus de questions à l'infirmière et a compris que la nourriture qu'elle avait mangée avait accéléré l'effet du médicament, donc il lui avait été administré plus tard. Ensuite, ils ont vérifié la voiture de Gloria et ont trouvé le médicament qui l'avait tuée. Henri a rassemblé la famille et les policiers pour partager ses conclusions. Gloria était en phase terminale et avait pris le médicament pour se supprimer. Cependant, la nourriture qu'elle avait mangée l'avait fait agir plus rapidement que prévu, alors elle s'était traînée sur le sol pour mourir devant une peinture réalisée par un ancien amant, qui lui avait aussi envoyé la lettre brûlée. Après la clôture de l'affaire, Gio a partagé une histoire sur son mari décédé. En retour, Henri a confessé que le musée le mettait mal à l'aise car c'était là qu'il avait demandé sa femme en mariage. Quelques nuits plus tard, une femme élégante sortait d'un hôtel quand elle a été soudainement attaquée dans l'ombre. Le lendemain matin, Henri et Lucas ont été appelés au poste car la police avait reçu une boîte ensanglantée. Quand Henri l'a ouverte, il a trouvé un cœur humain à l'intérieur. Après avoir étudié le cœur dans son laboratoire, Henri a informé la police qu'il appartenait à une femme et avait été extrait alors qu'elle était encore vivante. Ils ont consulté les dossiers des femmes récemment disparues et Henri les a écartés une par une grâce à sa logique d'observation jusqu'à conclure que la victime devait être une travailleuse de nuit. Cela lui a rappelé l'époque où il enquêtait sur les crimes de Jacques l'Éventreur, car il était le médecin chargé d'étudier les corps à l'époque. Le groupe s'est rendu à l'hôtel où la femme travaillait souvent et Henri a trouvé un angle mort où un criminel aurait pu traîner un corps sans être vu. À proximité se trouvait une usine de viande et Henri a remarqué que la victime avait le même nom que l'une des femmes tuées par Jacques l'Éventreur, ce qui signifiait qu'ils avaient affaire à un imitateur. En fouillant l'usine, les policiers ont trouvé le corps de la femme et Henri a été impressionné par tous les détails identiques aux anciens crimes de Jacques. À ce moment-là, Henri a reçu un appel d'Adam, qui connaissait l'identité du corps. Henri a entendu une sirène au téléphone mais aussi à l'extérieur, ce qui signifiait qu'Adam était tout proche. Il a couru dehors pour essayer de l'attraper mais n'a trouvé que son téléphone abandonné. Plus tard, Henri a montré le téléphone à Abbé, qui lui a expliqué qu'il s'agissait d'un téléphone jetable impossible à tracer. Ils se sont demandé si Adam n'était pas en réalité Jacques l'Éventreur, puisqu'il n'avait jamais été attrapé. Il ne pouvait pas partager une telle théorie avec la police, alors il a décidé de tracer l'arme utilisée pour le meurtre. Il restait un morceau de lame dans le corps et Henri l'a reconnu comme une lame chirurgicale très rare. Abbé a contacté une autre antiquaire qui aurait pu posséder la lame et a volé son carnet d'adresses. Malheureusement, il était en japonais et il ne pouvait pas le lire. Pendant ce temps, Henri a observé de plus près le corps et a découvert que le tueur avait fait une erreur. Au lieu de couper le poignet de la victime comme cela s'était réellement produit, il avait reproduit ce que les journaux avaient décrit de manière inexacte. Cela signifiait que le tueur n'était pas Jacques et qu'il s'était basé sur de vieux articles de presse. Gio et Henri sont allés à la bibliothèque et ont remarqué que la dernière personne à avoir consulté ces vieux journaux avait utilisé un autre nom tiré de l'affaire de l'Éventreur. Un deuxième nom sur la liste avait la même écriture et se trouvait encore à la bibliothèque. L'homme les a vus le regarder et s'est immédiatement enfui, alors le duo s'est lancé à sa poursuite. Le suspect a laissé tomber son sac pendant que Gio continuait de le suivre, mais Henri s'est arrêté pour l'examiner et y a trouvé la lame. À ce moment-là, il reçoit un appel d'Adam, qui se trouve sur la scène de crime, et informe Henri qu'il a raté un détail. Il semble que le criminel imite plusieurs tueurs célèbres, pas seulement Jacques. Une dahlia noire est présente sur la scène et Henri la retrouve aussi dans le carnet du suspect. Gio attrape le type et l'emmène au poste pour l'interroger. Il explique qu'il est auteur de romans graphiques sur des démons qui inspirent des meurtriers, et que tout cela faisait partie de ses recherches. Certains de ses fans sont très obsessionnels et le harcèlent, alors il a fui Gio car il la prenait pour une fan dérangée. D'après les commentaires sur son site web parlant de fantasmes de meurtre, il pense qu'un fan est derrière les crimes et utilise ses bandes dessinées comme guide. Henri et les policiers vérifient les bandes dessinées et confirment que le meurtre pourrait en être une reproduction. Bientôt, un autre corps est retrouvé dans un parc, et ce meurtre copie exactement l'affaire célèbre de la dahlia noire. Dans la bouche de la victime, on trouve un morceau de nylon, ce qui suggère que le prochain crime correspondra au tueur de Boston. Une feuille trouvée près du corps ne vient pas du parc, elle pousse uniquement à Brooklyn, alors les policiers recherchent sur le site les fans vivant dans cette zone. En suivant l'adresse IP d'un message, la police fait irruption dans une maison et arrête un adolescent nommé Devon. Pendant l'interrogatoire, Devon agit de manière inquiétante et arrogante car il pense qu'ils n'ont pas assez de preuves pour l'inculper. Ses parents hurlent sur Johanna,
qui révèle que certaines chaussures trouvées chez Devon correspondent aux empreintes de la scène de crime. Avant que les parents ne partent chercher un avocat, Henry leur dit qu'il a une preuve d'achat dans une boutique d'antiquités. Ignorant les reproches de Gio sur la preuve volée, Henry se rend tout de même chez l'antiquaire et lui rend son livre. Il lui parle de l'enquête policière, et en retour, la vendeuse lui dit que ce n'est pas Devon qui a acheté la lame, mais son père. À sa sortie du magasin, le père de Devon tend une embuscade à Henry et lui plante un coup de couteau dans les poumons. Ensuite, l'homme entre dans le magasin et capture la vendeuse. Il commence à l'étrangler mais est interrompu par Henry, prêt à se battre malgré son état. Après une lutte intense, les deux hommes tombent dans les escaliers et Henry est sonné, ce qui permet au tueur de lui marcher sur le dos. Puis l'homme monte à l'étage mais est bloqué par Gio, qui lui tire dessus alors qu'il essaie de sortir son arme. À la cave, Henry est retrouvé par Adam, qui ne veut pas que leur secret soit découvert. Il tue Henry en lui tranchant la gorge pour faire disparaître son corps. Le lendemain, Gio clôt l'enquête tout en affrontant le fait qu'elle a tué quelqu'un. Henry reçoit un nouvel appel d'Adam, qui affirme que ce n'est qu'une question de temps avant qu'Henry ne devienne un meurtrier lui aussi. Quelque temps plus tard, un vicomte britannique nommé Colin Cavendish se prépare à épouser une américaine nommée Emily. Toutefois, il est mal à l'aise avec tout l'argent que son beau-père Norman dépense pour la fête. Le lendemain, on retrouve Colin mort au beau milieu de Central Park. Gio trouve étrange qu'un vicomte se promène dans le parc en pleine nuit, et qu'il ait été tué sans être volé. Henry trouve que les blessures sur le corps n'ont pas de sens et se rappelle qu'il n'existe pas de vicomte Cavendish, ce que confirme un policier après avoir contacté l'ambassade britannique. Cela signifie que cet homme est un imposteur. Plus tard, au laboratoire, il découvre que Colin est blond mais s'est éteint les cheveux. Cela rappelle à Henry les fois où il peignait de fausses mèches grises pour simuler la vieillesse. Ses voisins le remarquaient tout de même, et il était forcé de déménager avec sa famille. Dans le présent, il trouve des paillettes d'or dans la blessure au cou de Colin et du gravier dans d'autres blessures. La courbure de sa bouche indique aussi qu'il est américain. Les coutures très spécifiques et complexes de ses vêtements font comprendre à Henry qu'il partage un tailleur. Gio et Henry vont voir ce tailleur, qui ne leur fournit aucun indice car Colin a tout payé en liquide. Il leur apprend que Colin a acheté un costume de mariage, alors ils vont au registre des mariages. Pendant que Gio parle à l'employée Patricia, Henry remarque un livreur à vélo qui a les mêmes cicatrices sur les jambes que Colin. L'homme lui dit que ces marques viennent du fait de pédaler toute la journée, et il reconnaît Colin sur une photo. Son vrai nom est Dwight, et il était également livreur à vélo, mais il a disparu il y a 1 an. Après quelques recherches, Gio informe Joanna de ses découvertes. Dwight a grandi en Oklahoma comme orphelin et a été placé dans de nombreuses familles d'accueil. Il est venu à New York et a travaillé comme livreur, mais n'a jamais gagné assez pour séduire une femme comme Emily, riche grâce à l'entreprise de son père. Lorsqu'Emily se rend au poste de police, ils doivent lui révéler la vérité sur l'identité de son fiancé. Au laboratoire, Lucas trouve un chèque déchiré dans la poche de Dwight. En assemblant les morceaux, il découvre qu'il s'agit d'un chèque d'1 million de dollars de la part de Norman. Gio et Henry vont voir Norman, qui marche avec une légère boiterie qu'il attribue au golf. Il lui pose quelques questions et Norman mentionne par accident que Dwight vient de l'Oklahoma, ce que la police n'avait dit à personne. Henry trouve un morceau de tissu sur un mur, appartenant au costume de Dwight, et en conclut qu'ils se sont battus. En fait, le club de golf de Norman correspond à l'une des blessures de Dwight. Norman est emmené au poste et son avocat fournit une déclaration écrite. Elle indique que Norman a frappé Dwight avec un club de golf chez lui, mais ne l'a pas poignardé ensuite dans le parc. Apparemment, Dwight lui a tout avoué et comptait en parler à Emily, espérant s'enfuir avec elle si elle l'acceptait encore. Norman a également un alibi pour l'heure de la mort. Plus tard, Henry examine à nouveau le corps de Dwight et découvre que la blessure causée par le club a été soignée. Henry comprend que quelqu'un a dû l'aider depuis le début, car un garçon de la campagne de l'Oklahoma ne peut pas imiter un lord britannique tout seul. En consultant un catalogue, il trouve où il a acheté ses vêtements luxueux et repère un stylo en or qu'il soupçonne d'être l'arme du crime. La police enquête sur les achats de Dwight et apprend qu'il utilisait la réduction employée de Patricia. L'équipe fouille l'appartement de Patricia et y trouve de nombreux livres de savoir-vivre, un tissu taché de sang et une photo de Dwight avant sa transformation. Ils en déduisent que Patricia a tué Dwight parce qu'il est tombé amoureux d'Emily au lieu de fuir avec elle et l'argent de l'arnaque. Les caméras de sécurité révèlent que Patricia entraînait Dwight et sortait aussi avec lui. Patricia ne s'est pas rendue au travail depuis le début de l'enquête, et maintenant son visage figure sur les avis de recherche partout dans la ville. L'après-midi, Henry va au cimetière avec Abbé et il voit Emily trop proche de l'avocat de son père lors des funérailles de Dwight. Henry aperçoit aussi Patricia rôder, alors il la suit avec Abbé tout en appelant Gio. Patricia est finalement arrêtée et emmenée au poste, où elle jure qu'elle est innocente. Elle confirme que Dwight a rompu avec elle, et que la nuit du meurtre, il allait dire la vérité à Emily. En entendant parler de Central Park, Patricia révèle que Dwight a été tué à l'endroit même où il avait fait sa demande à Emily.
Le groupe va au parc et reconstitue la scène, ce qui prouve qu'Emily n'avait pas la force de tuer Dwight, sans compter qu'elle a un alibi. Quelqu'un a donc dû tuer Dwight pour garder Emily. La police décide alors de l'arrêter pour tendre un piège. Le soir, l'avocat de Norman retourne dans le parc pour chercher le stylo en or qu'il a enterré après le meurtre, afin de vérifier que la police ne l'a pas. Les détectives l'encerclent et l'arrêtent immédiatement. Il s'avère que l'avocat est amoureux d'Emily et a tué Dwight pour l'empêcher de s'enfuir avec elle. En parlant à Emily de l'affaire, Henry et Gio lui assurent que Dwight l'aimait vraiment et a déchiré le chèque parce qu'il ne voulait pas de l'argent. Ensuite, Henry prend un taxi pour rentrer chez lui, mais découvre que le chauffeur est son harceleur mystérieux, Adam.